De retour dans l'Africa Newsroom, notre éditorial Gracien Roukindikiza est toujours avec nous. Notre premier invité, Monsieur Portola, président de la CAD, la coordination pour l'Afrique de demain et administrateur d'entreprise, est également toujours autour de ce plateau. Puis Alfred Chango a laissé sa place à Souka Souka. Il est essayiste. Monsieur Souka, merci d'être avec nous. Merci. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'économie congolaise est essentiellement basée sur les hydrocarbures, les produits pétroliers. Cependant, avec la baisse des cours du pétrole, on assiste à un ralentissement naturel de la croissance du pays. L'industrialisation est donc aujourd'hui l'option des autorités pour réduire cette dépendance. Mais met-elle vraiment tout en œuvre pour créer les conditions de la réalisation d'une telle ambition? Élément de réponse avec ce reportage de Moukel Tsumba. L'économie de la République du Congo repose principalement sur l'exploitation des hydrocarbures. Le bois, les services, l'agriculture représentent le reste des activités économiques. Selon de nombreux experts, l'économie congolaise demeure encore très dépendante de la rente pétrolière. En 2014, il représentait près de 65% du PIB et plus de 80% des revenus de l'État. Quant au tissu industriel du Congo, à l'instar des pays africains situés au sud du Sahara, il est relativement faible. Le secteur participe très peu à la formation du produit intérieur brut du pays. La contribution de l'industrie congolaise dans le PIB varie entre 6 et 11%. Et pourtant, le Congo dispose d'un potentiel industriel et minier important, cependant sous-exploité. Le gouvernement, dans l'optique de stimuler la croissance, a mis en œuvre des stratégies de diversification de la structure économique du pays et l'oriente vers l'industrie. Le secteur secondaire représente aujourd'hui 7% du PIB. Les autorités veulent porter ce ratio à 15 voire 20%. Bon, il s'agit d'abord d'une stratégie de développement global qui est déclinée dans le chemin d'avenir, qui procède d'un constat simple. Aujourd'hui, nous constatons que l'industrie de notre pays est dépendante essentiellement du pétrole. Donc il s'agit de sortir de cette situation de dépendance quasi totale de l'exploitation pétrolière qui apporte plus de 64% de notre produit intérieur brut. Et pour sortir de cette dépendance, eh bien, il faut aller vers la diversification de notre économie. Donc ça, je crois que c'est ça l'objectif de base. Et pour ça, il faut prendre comme moteur l'industrie. Le secteur pétrolier demeure l'un des piliers de l'économie congolaise et continue d'apporter à l'État des revenus lui permettant de réaliser des projets structurants. À noter qu'en 2012, la Société nationale des pétroles du Congo produisait 98 564 332 barils, soit une production moyenne de 269 300 barils par jour. Une baisse de 10% a été enregistrée en 2011. Il convient de souligner que ce recul du niveau de production a été compensé par une valorisation élevée du prix des bruts congolais évalué à $108 par baril pendant l'année 2012. La décision de modifier la loi portant code des hydrocarbures a été prise par le gouvernement en 2009. Dans les grandes lignes, quelles sont les causes qui ont conduit à cette décision? Voilà, nous sommes en période d'investissement. Le gouvernement réalise, pour ceux qui connaissent le Congo, réalise plusieurs infrastructures publiques, les routes, les hôpitaux, les aéroports, les écoles. Donc, a besoin d'améliorer ses recettes pétrolières. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sur les 10 millions d'hectares de terres arables, les Congolais ne cultivent que les 2%. Et pourtant, des études ont révélé que le secteur rural et environnemental joue un rôle prépondérant dans le processus industriel. Le développement de l'agroalimentaire et l'agriculture familiale doivent passer par une gestion durable de la terre et la maîtrise de l'eau ou encore par des infrastructures rurales, l'accès au marché et l'adoption des technologies. Quand le tracteur est arrivé, c'est à peine quelques individus qui ont vécu l'expérience ailleurs, tels qu'à Mati, dans la partie nord de notre région, et puis ailleurs, par exemple dans la Bouenza, ce sont ceux-là qui se sont intéressés. Mais quand la population locale a vu le travail
fait par le tracteur. Mais les demandes sont là. Selon les analystes, une stratégie efficace d'industrialisation doit s'accompagner d'une politique de développement des infrastructures sociales de base comme la santé, l'éducation ainsi que le développement du capital humain. Que ces 15 dernières années, pour ne pas être exhaustive, on peut quand même ressortir 3 à 4 catégories, sinon 5 catégories de projets dans les secteurs importants, notamment les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, des télécommunications, doper des infrastructures de base concernant la santé et l'éducation, ont permis de donner à la République ce qu'il faut. Le secteur privé congolais est constitué pour l'essentiel de petites entreprises, le plus souvent opérant dans le commerce et les services, et faiblement présentes dans le secteur industriel et agricole. Une politique d'industrialisation accompagnée d'un environnement des affaires favorable aux investisseurs nationaux et internationaux pourrait favoriser la densification du tissu économique et industriel. Le secteur public, oui, mais surtout le secteur privé qui est le moteur de la croissance constante. Parce qu'on peut avoir une croissance à 2 chiffres aujourd'hui, mais le lendemain, on est retombé. Mais on est émergent quand on a tenu une croissance à la longue durée, comme les dragons d'Asie, pour ne citer que cela. Je pense que la Chambre de commerce, premier rôle, informer. Deuxième rôle, éduquer. Troisième rôle, favoriser l'implantation des entreprises. Rôle de facilitateur. Rôle de défenseur des intérêts du secteur privé devant tout ce qui veut les menacer. Même si c'est l'État qui les menace, nous serons en face de l'État. Pour l'année 2016, le taux prévisionnel de croissance est de 4%. La baisse des cours du pétrole en est la principale raison. Cependant, les conditions d'une amélioration des performances économiques sont présentes selon les spécialistes. Ils suggèrent l'adoption d'une politique budgétaire et fiscale dynamique, une gestion plus efficace des ressources naturelles et enfin une politique d'industrialisation diversifiée axée sur la transformation des produits agricoles et miniers. Monsieur Portala, vous êtes donc président de la CAD, la coordination pour l'Afrique de demain. Dans le cadre de cette fonction, vous avez travaillé, d'ailleurs en voici l'ouvrage sur les stratégies industrielles à développer sur le continent africain et sur la manière justement d'industrialiser et de valoriser les ressources naturelles d'un pays. Oui, tout à fait. C'est la problématique centrale dans tous les États africains. C'est que nous avons des taux d'industrialisation qui sont très faibles, alors que le continent possède des ressources naturelles et des matières premières très importantes. Donc, pourquoi ce paradoxe ? La première des raisons, c'est, premièrement, je pense, le manque d'infrastructures énergétiques qui ne permet pas à ceux qui veulent travailler dans le secteur industriel de pouvoir produire de manière continue et constante. La deuxième problématique auxquelles sont confrontés ceux qui veulent travailler dans des projets industriels, ce sont les compétences. Parce que vous avez dans des secteurs industriels où on importe encore de la main-d'œuvre, donc il manque des compétences stratégiques, il manque encore des compétences techniques pour pouvoir réaliser ce développement industriel de manière pérenne. Voilà, ce sont les 2 gros facteurs qui empêchent donc l'industrialisation de l'Afrique et en particulier donc du Congo. Mais la problématique centrale, c'est on a beau faire tous les plans, on peut faire des milliers de plans. Vous voyez, tous les États africains ciblent leurs horizons sur des pays, on veut être émergents, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de marketing et il y a peu de réalité. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord qu'on ait des États stratèges. Si on n'a pas d'État stratège, on ne peut pas arriver à des étapes d'émergence. Et ça veut dire quoi, un État stratège ? C'est-à-dire qu'on a d'abord des leaders politiques, qui sont conscients des problématiques de leur population, qui sont en phase avec leur population. On a des leaders politiques qui mettent en place toutes les incitations et toutes les institutions qui peuvent permettre à des entrepreneurs de monter en gamme de manière pérenne et surtout de ne pas essayer de leur mettre les bâtons dans les roues quand ils veulent justement amorcer des processus d'industrialisation ou bien s'ils veulent prendre des gaps de plus en plus importants dans le secteur privé. Donc c'est ça, c'est le problème de fond que nous avons dans différents pays africains. Bien sûr, vous avez des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, qui sont très avancés en matière de libéralisation de la capacité d'entreprendre. La Côte d'Ivoire aussi un tout petit peu, mais là où le bas blesse un peu, c'est au niveau de l'Afrique centrale. Des pays comme le Congo, le Gabon, ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver des leaders politiques
qui écoute les demandes des populations, qui écoutent les demandes des entrepreneurs de manière pérenne et constante, afin qu'il y ait justement cette synergie et qu'on puisse définir des stratégies industrielles du secteur privé sur le long terme. Monsieur Souka, Monsieur Portola l'a très bien souligné, industrialiser le Congo, ça passe bien évidemment par la mise en place de politiques en faveur d'écoles de formation. J'ai envie de dire, le Congo a besoin de personnes qualifiées. Tout à fait, et je suis d'accord avec ce propos, mais je voudrais souligner ceci. S'il n'y a pas un renouvellement de la classe politique, je peux vous assurer, vous savez, la classe politique actuelle au Congo, il faut le situer, en général, ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient la vingtaine. Aujourd'hui, ils sont toujours au pouvoir. Que pensez-vous après qu'ils obtiennent des résultats ou qu'ils aient des idées? C'est pas possible. En fait, les générations qui viennent après sont écrasées. Il manque des idées, il manque de la volonté. Ils sont assis, ils attendent le dépérissement naturel. Eh bien, on attendra tous. Et nous irons, je peux vous assurer que nous n'aurons pas un avenir, contrairement à ce que dit le slogan, nous n'aurons pas un avenir avec cette classe politique. Gratien, une belle ambition, celle d'industrialiser le Congo. Pourquoi avoir attendu tant d'années pour amorcer un processus qui demande autant de temps et de moyens humains et matériels? Ça aurait pu être fait il y a des décennies. Oui, des décennies perdues. Disons que c'est le slogan aujourd'hui, il faut industrialiser l'Afrique, il faut que les pays soient émergents, on en parle. Mais en même temps, c'est que le Congo y pense au moment où les cours de pétrole chutent énormément, au moment où le Congo qui a un pétrole offshore, dans la mer, qui est difficile à extraire, qui coûte de plus en plus cher, alors que le prix baisse de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins des entreprises qui vont se bousculer pour extraire ce pétrole, ou qui vont extraire le pétrole, mais qui diront à l'État, finalement, on ne vous doit pas beaucoup d'argent, on va vous donner peu. Donc, il y a la volonté d'industrialiser et le manque de fonds pour industrialiser, parce que, je dirais tout simplement, parce que le Congo a gaspillé l'argent du pétrole depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, je pense que le Congo devait y penser. On parlait d'industrialisation, mais on oublie bien quelque chose, un vivier de richesse, c'est l'agriculture. 2% pour le Congo, 2% des terres qui sont exploitées. C'est un domaine où le Congo peut vraiment avancer, même développer, disons, avoir une grande croissance, sans oublier le pétrole. Le pétrole va continuer, mais en même temps en mettant l'accent sur l'agriculture et aussi réorienter les métiers des gens qui sont au chômage. Monsieur Portola, peut-être rebondir sur un chiffre que nous a donné Gratien. 2% sur les 10 millions d'hectares de terres arables au Congo sont cultivés. Un chiffre qui en dit long sur les politiques et les moyens mis à disposition par les autorités aux agriculteurs. Parce que les potentiels entrepreneurs dans l'agriculture ou bien dans l'agro-industrie manquent de capitaux. Ils manquent de ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'ils n'ont pas de lisibilité justement sur les politiques agricoles ou bien les politiques agro-industrielles. Troisième point, il y a effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut un renouvellement total des élites politiques et institutionnelles, parce que ça ne donne pas une confiance. Ça ne donne pas une confiance à des jeunes quand ils voient que ce sont les mêmes qui sont là depuis des années. Ça ne leur donne pas la motivation pour pouvoir entreprendre, ça ne leur donne pas la motivation pour pouvoir créer, pour pouvoir innover, alors que le potentiel est là. Tout à l'heure, on parlait de compétences, il y a des ressources humaines. Les Congolais sont très intelligents, mais ce qui leur manque, ce sont des écosystèmes de production, ce sont des écosystèmes qui peuvent leur permettre d'innover et de créer. Il y a des efforts qui ont été faits. Vous avez des instituts, vous avez des écoles de formation, la Chambre de commerce essaie de mettre en place des séminaires, etc., pour former les entrepreneurs, mais ce n'est pas suffisant par rapport au potentiel que nous avons au Congo. Et puis la question centrale aussi qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire du pétrole ? Donc là, il y a des révisions du code, etc., où on voit que la SNPC, donc la Société nationale, veut être le leader, puisque c'est lui qui aura donc les titres exclusifs miniers. Mais qu'est-ce que ça va engendrer tout ça comme création de richesse ? S'il n'y a pas assez de transparence dans la gestion pétrolière, si certains se sentent exclus, parce que les Congolais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ça fait longtemps que nous avons le pétrole,
et nous sentons que notre pays n'est pas assez organisé par rapport à son potentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une problématique de gouvernance? Est-ce que c'est une problématique de compétence qu'il n'y a pas au niveau des institutionnels congolais? Je pense qu'au niveau des institutionnels congolais, il y a des compétences, mais c'est simplement qu'il y a un manque d'organisation générale sur les différents secteurs qu'il faut développer donc, à l'avenir. Là, par exemple, on nous dit que il faudrait que non seulement la SNPC soit leader, mais en même temps, il faut inclure de plus en plus donc, ce qu'on appelle le local content, c'est-à-dire les contenus locaux, pour pouvoir, dans le domaine de la sous-traitance industrielle, que ce soit dans les mines ou bien dans les hydrocarbures, qu'il y ait une part plus importante donc, d'entrepreneurs locaux, donc nationaux congolais. Mais la question qui va se poser très rapidement, c'est qu'est-ce qu'on entend par société nationale? Les locaux. Est-ce que ça va être la même nomenclatura qui aura ces contrats-là, dans les contrats de partage de production? C'est un problème de fond. Donc il faudrait que l'État nous dise aujourd'hui, de manière claire, qu'est-ce que vous entendez par société nationale locale qui aura aussi des droits de propriété sur certains gisements en partenariat avec la SNPC et puis les compagnies étrangères. Parce qu'on a comme l'impression que donc c'est cette seule nomenclatura qui a finalement tous les leviers et qui ne crée pas de richesse. Monsieur Souka, très rapidement, certains ont vu cette chute du cours du baril comme une bonne chose, une sorte d'électrochoc pour contraindre les pays rentiers justement à diversifier leurs économies. Faites-vous également cette lecture? Non, je ne fais pas cette lecture parce que, vous savez, chez nous, le pétrole est excitateur de nos malheurs. À cause du pétrole, on a eu des guerres, je dis bien. Faut se rappeler que déjà, Marien Ngouabi a eu des ennuis à cause du pétrole. Nous avons eu une guerre civile ravageuse à cause du pétrole. Eh bien, Lénine avait dit le communisme, c'est le soviet et l'électricité. Eh bien, le PCT est toujours au pouvoir et c'est communiste, c'est marxiste-léniniste. Ils nous ont amené les méthodes du soviet, mais pas l'électricité. Vous avez à Brazzaville des délestages. C'est impensable. Vous avez un réseau qui date du Nelco, c'est-à-dire Mathusalem. Eh bien, le pétrole, on se demande, dans 150 ans, le Qatar avait le pétrole, oui, très bien, on l'a vu. Bon. Le Congo avait le pétrole, ah bon? On va se demander, mais mon Dieu, le pétrole est parti où? Voilà la responsabilité de nos chefs. Ils devraient en prendre conscience et se mettre au travail, partager. C'est ça, moi je crois, le credo, c'est le partage. C'est l'État qui organise le chômage. Parce que, bon, il y a des régions, telle région, c'est pas la peine. Mais attendez, comment marchent les pays occidentaux, les grands pays? Pourquoi est-ce que l'emploi est ici le problème principal? Parce que tout le monde doit travailler pour payer son obol à la cagnotte générale. Eh bien, nous, on n'a pas compris ça. On se contente des revenus du pétrole, on ferme la bourse et ça y est, tant pis pour les autres. Je vous assure qu'il y a la pauvreté au Congo. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous vous remettons tout de suite.